La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la science et la philosophie se touchent-elles ? La plupart des pères fondateurs de la physique quantique, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, ont tous été de fervents lecteurs des grands philosophes, voire des philosophes eux-mêmes. L'exemple le plus marquant est sans doute Erwin Schrödinger, l'homme du chat éponyme, mais pas que, qui, bien que dûment étiqueté physicien par son prix Nobel de physique, préférait se présenter et se penser lui-même comme philosophe. Il était convaincu que la physique n'est qu'une sous-discipline, une sous-machinerie incapable de conduire à des conclusions métaphysiques, mais il pensait que la philosophie, en revanche, pouvait orienter la physique, lui servir de guide en quelque sorte. D'après lui, lorsqu'elle est seule, la physique ne tient plus sur ses jambes, elle a donc besoin d'une métaphysique qui la soutienne. Dans un autre genre, il faudrait également parler d'Einstein, qui reconnaissait qu'il ne serait jamais arrivé à sa théorie de la relativité restreinte sans la lecture préalable et réfléchie de grands penseurs tels que David Hume, Ernst Mach, Henri Poincaré, Spinoza ou Kant. Il semble donc que la physique ne naisse pas pure. Toutes ces grandes théories sont apparues entourées d'une gangue philosophique plus ou moins visible qui a servi de terreau aux nouvelles idées. Mais depuis Einstein et Schrödinger, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, chacun le voit bien, la science et la philosophie sont devenues deux disciplines bien séparées, au moins dans la plupart des cursus universitaires. Cette séparation ne semblant guère affecter leur progression respective, il n'y a pas lieu de la remettre en cause. D'autant qu'en apparence, la démarche et les objectifs des sciences n'ont guère à voir avec ceux de la philosophie. On pourrait même défendre l'idée qu'il s'agit de deux modes étrangers l'un à l'autre d'exercice de l'activité intellectuelle, qui ne traitent pas des mêmes problèmes, ne mettent pas en jeu les mêmes raisonnements ou facultés, ne reposent pas sur le même type d'organisation et ne répondent pas aux mêmes finalités. Reste que, tout en étant différentes, la science et la philosophie partagent en sourdine une même visée, qui est la connaissance au sens le plus large du terme. Elles interagissent donc sans doute plus ou moins fortement selon les sujets. On constate d'ailleurs que leur dialogue, lorsqu'il est bien mené, offre à la philosophie l'opportunité d'un renouvellement de ses problématiques, et que symétriquement, il donne aux sciences, qui sont de plus en plus guettées par l'hyperspécialisation, l'occasion d'entretenir leur créativité conceptuelle et de mieux penser leurs avancées. On trouve pourtant des gens pour expliquer que le domaine d'intersection entre la science et la philosophie est l'ensemble vide, que la science s'est définitivement émancipée de la philosophie, et que c'est d'ailleurs cette émancipation qui a signé l'acte de naissance de la science moderne. À leurs yeux, la philosophie des sciences ne serait au mieux qu'un plaisir d'antiquaire. Mais on trouve aussi d'autres gens qui pensent au contraire que la philosophie ne cesse pas de rôder autour de la science, et même qu'elle agit en son cœur, et qu'elle n'y est jamais aussi influente que lorsque les scientifiques font mine de s'en être débarrassés. Lesquels ont raison? C'est de cela, mais pas seulement, que je voudrais que nous discutions aujourd'hui. Mais avant de vous présenter mon invité, je voudrais dédier cette émission à la mémoire du physicien Bernard d'Espagna, qui est mort le 1er août dernier à Paris, quelques jours avant ses 94 ans. Intéressé par les questions fondamentales, il avait effectué sa thèse sous la direction de Louis de Broglie avant de faire carrière au CNRS et au CERN. En 1979, il publia un livre intitulé « À la recherche du réel », qui était justement à la croisée de la physique et de la philosophie. Pouvons-nous connaître le réel tel qu'il est indépendamment de nous, se demandait-il, ou sommes-nous toujours enfermés dans notre interaction avec lui? Grâce à des arguments presque impossibles à contredire, Bernard d'Espagna défendait l'idée qu'il serait philosophiquement fautif de traiter cette question sans tenir compte des leçons impératives à ses yeux de la physique quantique. Son nom réapparaîtra sans doute dans la suite de notre conversation. J'accueille maintenant mon invité qui est Jean-Jacques Cessiniarsk. Bonjour Jean-Jacques Cessiniarsk. Bonjour Étienne Klein. Alors pour ceux qui seraient intéressés par vos ouvrages et qui souhaiteraient les trouver sur Internet, je me dois d'épeler votre nom.
S-Z-C-Z-E-C-I-N-I-A-R-Z, ce qui fait 3 Z dans le même nom. Un défi pour ceux qui aiment les anagrammes. Comment est-ce que ça se prononce, S-Z-C-Z? Alors, à la polonaise, puisque c'est un nom polonais, donc ça se prononce comme C-H-T-C-H, c'est le ch. Donc ça fait Szczeciniage. Bon, alors évidemment, depuis ma longue scolarité, j'ai rencontré de nombreux obstacles de ce côté. Donc je dis aux gens de sauter par-dessus les Z et faire Szczeciniage. Bon. Alors, c'est ce que je ferai, si vous en êtes d'accord. Alors, vous êtes mathématicien, philosophe, historien des sciences, philosophe des sciences, professeur à l'université Paris Diderot, Paris 7, où vous dirigez le master LOFIS. LOFIS, c'est, je crois, l'anagramme de... Enfin, pas l'anagramme, non, l'acronyme. L'acronyme de logique, philosophie, histoire et sociologie des sciences. Bref, vous êtes l'homme qu'il nous faut. Alors, j'ai regardé un petit peu votre parcours scolaire et universitaire. Vous avez été élève de l'école normale supérieure. Vous avez passé en même temps une licence de lettres classiques, une licence de philosophie, une licence de mathématiques, puis une maîtrise de philosophie, puis une maîtrise de mathématiques, un DEA de mathématiques pures, un DEA d'épistémologie, vous avez une thèse de philosophie, etc. D'où vous est venu ce besoin de mélanger des sciences dures et même pures avec la philosophie? Alors je dois dire, j'ai toujours baigné dans cet entre-deux des mathématiques et de la philosophie essentiellement. Depuis le début, j'ai toujours hésité entre ces deux cursus. Et puis d'autre part, mes aventures philosophiques, mes rencontres philosophiques, contrairement un peu à ce que vous aviez dit au départ, m'ont amené à développer dans la même foulée les mathématiques ou un enseignement mathématique et un enseignement, je veux dire, l'apprentissage des mathématiques et puis la philosophie. Et ça depuis tout le temps. Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, comme tout un chacun, j'ai été fasciné par les mathématiques. Je suis fasciné par les mathématiques à la fois par un double rapport d'admiration, de choses qui me sont étrangères, et en même temps rapport de je veux comprendre. Donc cette nécessité de comprendre. Et d'autre part, il y a dans les philosophes que j'ai étudiés, que j'ai rencontrés, j'appartiens à une école philosophique, je veux dire, qui depuis mes enseignants de l'école normale supérieure, Louis Althusser, et puis les gens qui autour de lui. Louis Althusser a fait un grand cours qui a beaucoup marqué, dans lequel il parlait de la philosophie spontanée des savants. Et puis d'autre part, les gens que j'ai rencontrés dans mes lectures et dans mon apprentissage, l'école française, Bachelard, Cavaillès, Lothman, etc. Canguilhem, bien sûr. Et j'ai été marqué par cette phrase de Bachelard qui nous a dit « il faut se mettre à l'école des scientifiques ». Et j'ai voulu me appliquer complètement dans ma conduite, dans ma vie, cette prescription. Je me suis mis à l'école des scientifiques au point que j'ai voulu, pour pouvoir développer ma propre pensée philosophique, qui n'est pas seulement une philosophie des sciences, mais une philosophie tout court. Mais en tout cas, j'ai voulu, pour parler de science et parler philosophiquement de science, avoir la reconnaissance de scientifiques, de savoir que j'ai des interlocuteurs, de réels interlocuteurs, qui sont des scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que vous pensez que la science, les sciences peuvent produire des connaissances qui viennent changer la donne philosophique? Complètement. Je pense que les sciences produisent depuis leur intérieur des portées, des interrogations, des problématiques philosophiques dont les philosophes doivent s'emparer, ce qui ne parviennent pas toujours, précisément parce que c'est le manque de culture scientifique qui fait qu'ils n'accèdent pas à ce niveau de profondeur à l'intérieur des sciences pour pouvoir extraire ces problématiques philosophiques qui fonctionnent et qui font fonctionner les sciences à des niveaux très très élaborés. Alors Jean-Jacques Szczecinias, avant d'aborder ces questions qui risquent d'être un peu compliquées, je pense, oui. Je voudrais vous faire réagir à certaines citations et à avoir votre commentaire. Connaissez-vous cette phrase à propos de la philosophie qui dit la philosophie c'est comme la Russie, c'est plutôt marécageux et c'est souvent envahi par les Allemands. Oui, c'est intéressant. Qui a dit ça? Oui, c'est Roger Nimier. Oui. Alors, je suis d'accord sur les deux points. C'est marécageux, effectivement, parce que on a du mal à avancer et on s'enfonce. Il y a des bourbiers, on perd pied même. Parfois, on risque la noyade. Et donc, on crie au secours. Qu'elle soit envahie par les Allemands, bien entendu. Envahie, je dirais pas. Pas seulement. Elle est constituée par le fond de la grande philosophie allemande, en particulier donc la philosophie du 19e siècle, qui domine la philosophie allemande qui domine notre 20e et notre 21e
XXe siècle. Il a commencé par les grands idéalistes allemands, Hegel, Kant, un peu avant, etc. Donc ça, c'est clair que les deux remarques fines, je les reprends à mon compte et je pense qu'on pourrait même les développer un peu plus lourdement. Si vous On le fera peut-être plus tard. Et ma deuxième citation est une citation de Nietzsche dans Humain trop humain, dans un texte, un paragraphe qui s'appelle L'avenir de la science. Nietzsche écrit ceci: la science donne beaucoup de satisfaction à celui qui y consacre son travail et ses recherches, mais fort peu à celui qui en apprend les résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication, qui est pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même, et si elle en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion ou l'art qui, eux, consolent, voilà appauvrie cette source de plaisir à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Bon, c'est une citation très intéressante et assez profonde. Je pense que sur le constat, disons, de la déception des résultats des sciences et le fait qu'elles passent dans le domaine courant, c'est partiellement vrai, mais je pense que cet aspect des choses est dû essentiellement à la façon dont les sciences sont transmises, à la façon dont les sciences arrivent dans notre culture, de façon assez paradoxale d'ailleurs, parce que si vous réfléchissez par exemple à la manière dont la médiatisation présente certains résultats scientifiques, c'est bien loin d'être ennuyeux. Vous pouvez, les trous noirs, c'est quelque chose de fascinant, les orages solaires, c'est quelque chose de fascinant. Sans la science, on n'aurait pas toutes ces choses absolument extraordinaires. La découverte des capacités de la cellule, bref. Donc Nietzsche exagère un peu. Il dit... Non, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que quand on apprend une table d'addition, de multiplication, 2 plus 2 égale 4, on n'a pas idée de l'effort intellectuel et l'effort d'abstraction qu'il a fallu pour ajouter des nombres et pas simplement des choses. Il a tout à fait raison. Sur ce plan, c'est vrai. Sur ce plan, c'est... Alors peut-être qu'il y a un problème qui est d'ailleurs extrêmement aussi intéressant, sur lequel je travaille en partie, c'est sur le fait de la transmission de résultats scientifiques et mathématiques qui sont nécessairement, dirions-nous, mécanisés pour pouvoir faire partie du grand ensemble de travail, être intégré. On ne va pas apprendre le fonctionnement du microscope quand on utilise le microscope. Donc la table de multiplication est devenue un pur instrument. Cela dit, rien ne nous empêche, et c'est ce que je fais, de réfléchir sur ce que c'est que multiplier, sur ce que c'est que additionner, et il y a des problèmes extrêmement complexes. Et je vous dirais par exemple que il y a certaines théories, certains lieux mathématiques, structures où la multiplication n'existe pas. Donc ça veut dire que la multiplication, qui est une opération extrêmement banale, en réalité, la multiplication, c'est quelque chose qui est très très profond dans sa structure même. Vous parliez tout à l'heure de l'addition, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire additionner? Et je me souviens où on dit que 2 plus 2 égale 4, il n'y a rien de plus simple. Donc il y a une méditation des philosophes sur ce que c'est que 2 plus 2 égale 4. Et la même chose, il y a des structures mathématiques dans lesquelles 2 plus 2 ne font que 4. En physique quantique, on ajouter une particule à une autre, ça se fait de différentes manières et le résultat, c'est pas forcément la somme des nombres de particules. Exactement. Il n'y avait pas de Shadok madame et de Shadok messieurs. Tout le monde avait le droit de pondre un œuf. Il suffisait simplement de compter jusqu'à 4. C'est dire que c'était uniquement une question d'éducation. Ça avait quand même des inconvénients. Quand les mathématiciens Shadok faisaient des calculs, par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sans qu'ils s'en rendent compte, toc, il leur arrivait un œuf. Et puis quand on voulait compter les œufs, on pouvait pas savoir, parce que celui qui les comptait, obligatoirement, en repondait. Il fallait qu'il y en ait un autre qui passe derrière pour recompter, lequel à son tour, etc., etc., etc. Alors, puisqu'on en est aux citations, je sais que vous êtes le président de l'association des amis de Jean Cavaillès. Peut-être vous pouvez d'abord nous rappeler qui était Jean Cavaillès. Jean Cavaillès est d'abord un héros de la résistance. Il a été donc fusillé par les Allemands, après s'être évadé 4 ou 5 fois de ces différents camps d'emprisonnement. Il est par ailleurs un philosophe des mathématiques qui a une très grande culture mathématique, qui a développé une philosophie des mathématiques qui m'influence, qui a influencé beaucoup de gens. Et c'est ce double caractère dont
ma collègue Kouria Sinassar a montré qu'en fait c'était profondément unifié dans sa personnalité, à savoir un chef implacable, un résistant capable d'organiser, qui avait tout en tête, organiser les attentats contre les Allemands, etc. Et d'autre part, une rigueur absolument implacable aussi en mathématiques, et dans sa philosophie des mathématiques, font de ce personnage un personnage fascinant. Et j'ose pas trop employer ce modèle, ce terme, une sorte d'exemple pour les générations futures. Oui, je crois qu'il a inspiré le personnage qui est joué par Paul Meurice dans L'Armée des Ombres. Oui, c'est ça, le film de Jean-Pierre Melville. Oui, c'est lui. Il est mort à 40 ans, donc il a été tué à 40 ans. Il est mort à 40 ans. Il avait été major de l'école normale. C'est ça. Et avait comme vous un double cursus. Tout à fait. Et je veux dire que c'est sur ce modèle que je me suis construit, si je peux dire, parce que bon, j'ai ma particularité, ma singularité. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Cavaillès a publié des ouvrages. Et il y en a un qui s'appelle Sur la logique et la théorie de la science, qui a été publié la veille du moment où il a été exécuté, et qu'il a écrit sans notes, et qui reste un ouvrage absolument incroyable. Il l'a écrit en prison, en fait. Il l'a écrit en prison, sans notes. Donc, on lui a demandé de lui faire passer des notes, mais c'est arrivé trop tard. De la même façon que son ordre de grâce a été arrivé trop tard. Hein. Et il a publié cet ouvrage il y a maintenant des préfaces. Enfin, il y a des préfaces de Canguilhem, des préfaces qui sont toutes aussi frappantes, en particulier quand Guilhem parle de la solitude héroïque d'une prison pour caractériser la situation de Jean Cavaillès à ce moment-là. Donc, il disait aussi que Cavaillès était un philosophe bourré d'explosifs. Oui, au sens propre et au sens figuré. Tout à fait, il y a toutes sortes d'anecdotes sur ce plan. La façon dont il s'est comporté à l'école normale, en allant se révolter, en hurlant à la cantine, parce que la bouffe était dégueulasse, on peut dire. Donc, non, puis bon, c'est ce personnage qui est un personnage vraiment fascinant. Mais il y en a d'autres. Je veux dire que il faudrait parler d'Albert Lothman, qui a été fusillé aussi. Tout à fait parallèle, fusillé aussi par les Allemands. Donc, au point qu'on peut dire que la philosophie des sciences et la logique en France n'a pas de chance. Elle a été sacrifiée. Elle s'est sacrifiée. Elle a été sacrifiée, mais puisque même le grand logicien Herbrand, lui-même mort d'un accident de montagne, Hamelin mort en voulant sauver quelqu'un qui se noyait. Donc il y a tout on peut dire qu'il y a une fatalité qui poursuit. Vous, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, ça va. Bon. Alors je parle de Cavaillès parce que d'une certaine façon, il vous ressemble puisque il défend l'idée que la philosophie ne doit se couper ni des sciences ni de la raison. Elle doit à tout prix refuser le déclin de la preuve, dit-il, pour devenir fille de la rigueur. Elle s'apparente donc davantage aux mathématiques qu'à la littérature. Philosopher, c'est démontrer et non pas faire des confidences sur sa subjectivité propre. C'est une affaire de concept plutôt que l'épanchement des états d'âme de l'intellect ou des tourments du cogito. La recherche de la vérité implique en somme qu'on s'oublie un peu. Tout à fait. Enfin, c'est la position de Cavaillès qui a beaucoup influencé toute la postérité de la philosophie française. On oppose toujours de façon un peu trop rigoureuse, trop rigoriste du moins, la philosophie du concept, dont Cavaillès est le tenant, et la philosophie de la conscience, qui est une autre manière de philosopher, philosophie qui prend appui sur les analyses de la conscience ou même le vécu de la conscience. Alors ça, bien sûr. Alors maintenant, les choses dont vous parlez, on va pas revenir sur toutes, mais on a un certain nombre qu'on peut regarder. Il dit que la philosophie doit être démonstrative. Effectivement, la philosophie doit être démonstrative. Cela étant, les formes de démonstration peuvent être extrêmement variées. Nietzsche est un philosophe qui écrit des aphorismes. Un aphorisme n'est pas une démonstration. Donc on peut quand même varier les choses. Cela dit, démontrer, ça veut dire pour Cavaillès, ça veut dire administrer des preuves avec une certaine rigueur et des canons qu'on peut reconnaître et produire un effet de conviction à la lumière d'une force déductive. La philosophie, c'est démonstratif, déductif. On a des arguments. Maintenant, des arguments sur quoi? Alors ça serait bien long à analyser, mais si je prends un cas très très élémentaire. Pas tellement d'ailleurs, mais si je veux démontrer l'existence de la liberté,
qui est, je vais amasser des preuves, commencer par donner des définitions, travailler le concept de liberté, savoir s'il est contradictoire, si telle conception de la liberté, par exemple comme spontanéité, telle conception de la liberté au contraire comme nécessité comprise, etc. Je vais confronter toutes ces thèses, je vais travailler le concept et je vais produire une démonstration pour laisser ouvert une thèse possible sur le concept de liberté. Mais il y en a bien d'autres. Bon. Alors, cela étant, autre chose maintenant, savoir si cette démonstration est de nature mathématique ou pas, ou quel rapport elle a avec les sciences. Alors, c'est une vaste question. Ma position, si je puis dire, ma position à moi, est la suivante, c'est que la philosophie doit produire des démonstrations, mais de façon autonome. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas considérer les sciences comme des arguments d'autorité qui lui viendraient pour administrer ses preuves. Elle doit se mettre dans l'immanence dans la force même ou dans le champ de ces démonstrations et produire de manière autonome une démonstration qui peut après se mettre en relation avec les sciences, mais en tant que telle, si je puis dire, autrement dit, je veux dire, la démonstration n'est pas scientifique. Mais ça suppose de connaître la science. Qui suppose d'y entrer. Ça suppose de connaître la science, mais d'établir avec la science un certain rapport assez complexe, qui est d'une part reconnaître la force et la validité des résultats scientifiques, et d'autre part ne pas considérer ces résultats comme étant des arguments d'autorité pour les thèses philosophiques que nous allons défendre. Donc il s'agit de les prolonger philosophiquement ? On peut dire en un certain sens les prolonger, mais à condition de les avoir préinterprétés au préalable, si je puis dire. Parce que comment prolonger quoi ? Je vais dire par exemple, je suis atomiste. Je suis atomiste. Il y a un atomisme philosophique et il y a un atomisme physique. Bon, quel rapport entre les deux ? Aucun, puisque l'atome des physiciens n'a aucune des propriétés de l'atome des Grecs, par exemple. De l'atome des Grecs. Mais maintenant, je peux dire, alors si je veux aller au plus profond, je vais analyser au plus profond ce que c'est que l'atome des Grecs. Est-ce que je peux en tirer des formes théoriques ? Est-ce que je peux les assimiler ? Et puis, est-ce que cette assimilation peut être confrontée avec l'atome des physiciens ? Et de ce fait, je vais construire une position atomiste en philosophie. Position atomiste qui peut aller contre d'autres positions, puisque la philosophie, c'est aussi le lieu de conflit entre des positions différentes. Cette histoire de l'atomisme, d'ailleurs, invite à considérer que les choses qui n'existent pas pour rien. Au sens où l'atome des Grecs a été pensé, théorisé, cet atome, on l'a su après 2000 ans de discussion, et surtout une expérience cruciale, cet atome n'existe pas. L'atome des Grecs n'existe pas. L'atome de Lucrèce, d'Épicure n'existe pas. Oui. Mais à cause de cette idée, on a mobilisé des réflexions qui ont abouti, des siècles plus tard, à la découverte d'un objet qu'on a appelé l'atome, qui a d'autres propriétés que celles qu'on avait imaginées, mais qui, lui, existe. Dans le cas de l'atome, il y a la question aussi de l'image véhiculée par l'atome, donc, et qui est d'ailleurs très importante, les métaphores, etc. Et on souligne que Lucrèce, quand il examine quand il donne un exemple de la poussière devant au rayon du soleil, et l'analogie avec le mouvement brownien. Alors, et cette analogie-là, évidemment, d'un côté, elle peut être, comme on dit, un obstacle à la véritable compréhension de ce qu'est le mouvement brownien, mais en même temps, elle peut être une stimulation pour développer, à l'aide de ces métaphores, de ces comparaisons, de ces images, des formes pour la physique, pour cette physique-là. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, ça je sais. Mais comme Jean-Jacques Sézinière, vous avez été mon professeur, je suis un peu intimidé, donc je me cache derrière des citations. C'est la dernière que je voudrais que vous commentiez. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la philosophie a aussi pour but d'aider le scientifique à procéder à une critique de son langage, sa façon de parler, l'usage des concepts qu'il fait? Et si je dis cela, c'est parce que il y a dans le Tractatus de Wittgenstein 5 propositions qui parlent de ça et qui, à mon avis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, mais font écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà ce que dit Wittgenstein. Le but de la philosophie est la clarification logique des pensées. Première proposition. Deuxième proposition, la philosophie n'est pas une théorie, mais une activité. Là, je pense que vous serez d'accord. Une œuvre philosophique se compose essentiellement d'éclaircissements, ce qui n'est pas toujours évident à la lecture des philosophes. Le résultat de la philosophie n'est pas de produire des propositions philosophiques, mais de rendre claires les propositions déjà faites. La philosophie doit rendre claires et nettement délimiter les propositions qui autrement sont, pour ainsi dire, troubles et confuses.
Oui. Bon, c'est une phrase, c'est une citation très très marquante, très connue, qui a influencé le courant philosophique qui est autour du cercle de Vienne et ses successeurs, les successeurs de Wittgenstein. Bon, c'est l'idée que la philosophie est une activité essentiellement de clarification des concepts. Alors c'est partiellement vrai. Enfin, si je veux dire ma propre position sur cette question, c'est vrai que c'est on doit essayer d'effectuer des formes de clarification, des formes d'élaboration plus faciles d'accès, mais c'est pas forcément, la clarté n'est pas forcément synonyme de facilité. Et alors, cela étant, bon, à mon avis, c'est une vision. Malgré ma grande déférence à l'égard de Wittgenstein, qui est certainement un des plus grands philosophes qui ait jamais existé, mais prise comme telle, elle est un peu unilatérale, parce que comment dire, certaines fois en philosophie, quand on argumente, le flou est requis pour toutes sortes de raisons. On ne peut pas faire de la clarté. Bon, il y a la clarté cartésienne, il y a toutes sortes de conceptions de la clarté, mais de la clarté, essentiellement, là, il s'agit d'une clarté logique. Et cette clarté logique qui fait que il y a une sorte de domination de la logique, d'un certain type de logique, pour agir à l'intérieur de la philosophie, qui a donné lieu justement à des entreprises de destruction de la métaphysique au nom de la logique. Quand je prendrais aussi un grand philosophe par ailleurs intéressant. On peut être en désaccord avec les philosophes et reconnaître leur grandeur. Bien, vous prenez le cas de Carnap, qui a développé cette idée, c'est pas tout à fait la clarification, mais enfin c'est l'idée d'une syntaxe logique, qui respecte les règles de la logique, etc., contre la métaphysique. Et d'où cette grande polémique du XXe siècle entre d'un côté Heidegger et de l'autre côté Carnap. Heidegger qui justement s'est opposé à cette vision qu'il appelait une vision technocratique de la philosophie. Dans son ouvrage qui s'appelle Qu'appelle-t-on penser? D'un autre côté, évidemment, on peut être aussi contre Heidegger sur certains autres plans. Mais vous voyez donc l'idée essentiellement que la philosophie est une activité d'élucidation et de clarification. Ça dépend, ça va jusqu'à un certain point. Et lorsque ça dérive sur l'idée d'une constitution logique fondée sur des modèles de type théorie des ensembles, etc., de la philosophie ou d'une philosophie, eh bien là on se perd dans un formalisme parfois inutile. Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein. Alors Jean-Jacques Sessignard, ce qu'il faudrait qu'on parle un petit peu de philosophie des sciences quand même, qui est une de vos spécialités, vous en avez plusieurs. Souvent les physiciens sont assez méprisants pour la philosophie des sciences au motif qu'elle ne servirait à rien, qu'elle arriverait toujours trop tard, qu'elle prétendrait résoudre les problèmes en fabriquant des mots en ismes. Et Steven Weinberg, un grand physicien américain, prix Nobel, disait que la seule façon de se débarrasser de la gadoue métaphysique, comme il disait, c'est de faire de la science, enfin de la physique en fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut se débarrasser de toute gadoue métaphysique en faisant de la science? Non, absolument pas. Non. Mais je comprends. Alors, je veux dire, la question que vous soulevez par cette citation est vraiment une question centrale, à la fois, je dirais, institutionnelle, de communauté, et je dirais théorique et philosophique. De communauté, c'est que je dirais que effectivement les physiciens, mais aussi les mathématiciens, ont l'impression que la philosophie pas toujours, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais que la philosophie qu'ils lisent est sans intérêt, que ce sont des phrases creuses et que la vérité se trouve dans les sciences mêmes et dans le travail des sciences mêmes. Alors, je comprends aussi, et d'autre part, il y a quelque chose de gênant
de la part des philosophes vus à travers les physiciens ou les mathématiciens, ils ont l'impression et le sentiment que les philosophes vont leur prescrire la manière dont ils doivent raisonner. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dommageable. Et d'où cette question, comment la philosophie peut-elle se positionner par rapport à ces diverses sciences? D'abord, il est inexact de dire qu'on va se débarrasser de la métaphysique, parce qu'il y a la métaphysique à tous les coins de ligne, même dans les calculs les plus compliqués. Et j'en fais. Il y a des choix métaphysiques qui sont faits sur la nature des opérations, on choisit que telle entité existe ou n'existe pas pour des raisons parfois non justifiées, mais qui ne peuvent être que métaphysiques. Et comme le dit Popper, d'ailleurs, il dit que la physique ne peut être que sauvagement métaphysique, contrairement à c'est une citation de Popper, et donc on peut pas se débarrasser. Simplement, comment faire? Alors, il y a deux écueils. Alors, effectivement, du côté des philosophes, d'abord, bon, moi j'essaye d'éviter cet écueil, je ne sais pas si j'y parviens, c'est pour moi la chose sans doute la plus importante. Les philosophes doivent être absolument à l'écoute des théories scientifiques. Ça veut dire le plus possible entrer dans les choses les plus profondes de la physique. Mais même des philosophes qui font de la philosophie morale, par exemple? Non, mais je parle des philosophes qui voudraient faire de la philosophie des sciences. Bon, pour la philosophie morale, c'est autre chose, hein, mais bon, cela dit, la philosophie morale a aussi des rapports avec les mathématiques très importants, mais c'est autre chose. Et il arrive que des philosophes aillent assez loin dans la compréhension de la discipline scientifique sur laquelle ils veulent réfléchir. Maintenant, la philosophie elle-même, elle a ses propres règles, son autonomie, la production de ses concepts, ses problématiques. Et là, je pense que ces concepts, ces problématiques sont forcément présents d'une façon ou d'une autre. Il faut arriver à le reconnaître, de quelle manière, mais dans les théories scientifiques, je dirais même les théories scientifiques, quelles qu'elles soient. Si vous faites de la logique, vous véhiculez forcément une certaine idée du formalisme. Et vous avez fait des choix sur la nature du formalisme, sur la nature de l'existence de vos objets. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas? C'est un très vaste problème. La question de savoir si un objet existe en mathématiques, c'est quelque chose de compliqué. Mais en physique aussi, quels sont qu'est-ce que veut dire exister, par exemple? Et ces choix-là déterminent aussi souvent de façon non explicite, la manière dont l'activité scientifique se développe, dont l'activité physique se développe. Et ces choix sont arbitraires ou la façon de les trancher plutôt est arbitraire? Elle dépend ça de peut quoi? être arbitraire, ça peut être arbitraire. Ça peut dire je décide que ou je fais l'hypothèse que ou je fais l'hypothèse, je décide de faire l'hypothèse que tel objet ou je fais l'hypothèse que je décide. Oui, par exemple. Alors, par exemple, bon, là, on est en train de subtiliser, de faire des choses subtiles sur je décide que, etc. Il existe évidemment des théories sur ces questions. Vous avez des gens il y a les théories de la décision, des théories de logique. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse, l'hypothétique? Qu'est-ce que c'est que possible? Qu'est-ce que c'est que la logique du possible? Bon, vous voyez. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose encore. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait muni d'une énorme culture, qui serait un logicien, philosophe, connaissant la logique modale, etc., et qui dirait, qui essaierait d'aller travailler en physique quantique pour dire voilà, je vais appliquer ma notion du possible, etc. Ça marche pas. Ça ne peut marcher qu'à moitié. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue au moment même où il va analyser tes théories scientifiques. Il faut qu'il continue à philosopher et qu'il soit prêt à reconnaître que les thèses scientifiques qu'on lui propose vont complètement bouleverser sa conception du possible à un certain moment. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Est-ce qu'il ne faut pas avoir 1000 cerveaux pour faire ça? Peut-être pas 1000, mais plusieurs. Mais un cerveau, c'est déjà beaucoup. En tout cas, avoir une double formation. Oui, il faut une formation. Alors cela dit, je voudrais, pour que les gens ne se méprennent pas, je n'oblige personne, enfin ça serait pas du tout, c'est même pas la question d'obligation, c'est un parcours que j'ai choisi moi. Bon, maintenant, je crois qu'il existe des philosophes extrêmement donc singuliers qui raisonnent, qui produisent leur propre philosophie, leur propre méditation. Bon, je suis très intéressé par Clément Rosset, par exemple. Eh bien, je pense que ces philosophes-là aussi ont des choses à dire et des choses à fournir aux scientifiques. Un scientifique, parce que il y a cette forme de méditation, cette forme de structuration, et c'est là sans doute un des problèmes difficiles dans le rapport entre philosophie et science et scientifique. C'est que d'un autre côté, il faudrait que les scientifiques reconnaissent aussi de leur côté que la philosophie c'est une discipline
avec ses rigueurs, avec ses contraintes, avec ses façons de raisonner, et qui ne peuvent pas simplement s'emparer d'un petit morceau de telle ou telle thèse et pour dire voilà c'est ça ma science. Non, il faut que aussi eux ils continuent de leur côté, s'ils le veulent bien sûr. Donc il faut un double travail. Les philosophes doivent approfondir, outre leur méditation philosophique, leur connaissance scientifique, et les scientifiques doivent approfondir. Mais vous voulez dire, Jean-Jacques Séguiens, qu'il ne suffit pas d'organiser une espèce d'interaction entre les philosophes et les scientifiques. Il faut davantage d'investissement des deux côtés. Exactement. D'investissement, et qui dit investissement, ça veut dire être prêt à certains renoncements. Et c'est là une des grandes difficultés, de renoncer à certains modèles, à certains types de raisonnement. Vous êtes conscient qu'il n'y a aucun encouragement institutionnel pour ce travail d'empiètement ou d'interdisciplinarité, comme on dit aussi. Ça fait partie du problème. Il n'y a pas d'encouragement institutionnel autant qu'il devrait y en avoir. Il y en a même de plus en plus. Alors, ceci étant, il est quand même vrai que si on regarde, on lit la littérature scientifique et même ce que disent les scientifiques sur leur propre théorie, sur leur propre pratique, ils demandent de la philosophie. Ils sont très souvent, extrêmement souvent, demandeurs de philosophie. Simplement, ils sont pas prêts à accueillir les réponses qu'on fait à leurs demandes. Mais, pas toujours. Mais, ils sont demandeurs. Et d'un côté, si vous voulez, il y a cette revendication de l'interdisciplinarité, cette nécessité qu'il faut, cette idée générale, il faut réfléchir sur les sciences, ça suffit pas. La question que notre culture est arrivée à un point de non-retour, et il faut absolument qu'on réfléchisse, qu'on ne se laisse pas envahir par la technocratie, la technologie, la spécialisation, toutes ces choses que tous les gens cultivés ou qui travaillent dans ce milieu sont d'accord pour dire que ça va pas l'hyperspécialisation, que la sociologie des communautés scientifiques dysfonctionne. Donc de ce côté-là, il y a une exigence, mais en même temps, il n'y a pas de prise de décision réelle qui se traduirait institutionnellement par un encouragement, la fondation d'un institut, par exemple, de philosophie des sciences, de philosophie et de sciences, pour encourager le développement de cette réflexion qui est pourtant appelée de tous. Hein. Donc, ce qui fait que la philosophie des sciences, massivement pour le moment, est plutôt quelque chose que nombre d'étudiants peuvent faire en passant, mais pas pour se former en tant que tel. Alors justement, Jean-Jacques Séguiens, j'ai dit dans l'introduction que vous dirigez un master qui s'appelle l'Office. L'Office, c'est un acronyme dans lequel on trouve philosophie des sciences, justement. Master qui a été fondé, je crois, par Dominique Lecourt. Oui, enfin, il a été fondé. C'est le résultat de toute une réflexion dans l'université de Paris Diderot, qui a commencé dès sa fondation, et donc parmi lesquels, donc autour de la décision de créer ce master, effectivement, il a été créé en 2004, et elle vient de cette réflexion. Alors d'une part, il y a Dominique Lecourt, et puis un grand nombre d'autres enseignants autour, comme Michel Paty, Roch Dirachen, si je puis les citer, Christian Houzel, qui étaient les dinosaures qui ont était à l'origine de cette création et qui correspondait aussi à l'esprit, disons, à l'histoire de l'université Paris Diderot, où vous avez de nombreux enseignants, aussi bien en physique qu'en mathématiques, qui étaient très demandeurs et qui ont aidé au développement. Mais alors, est-ce que ce master est très demandé par les étudiants? Qui sont les étudiants qui le demandent? Il est assez Est-ce qu'ils sont demandé. Plutôt philosophes, plutôt scientifiques? On n'est jamais content. Il est relativement demandé par les étudiants, parce que vous avez d'un côté les scientifiques qui suivent, des étudiants qui ont une formation minimale, je dirais de licence, enfin de 4 ans de mathématiques ou de physique ou de biologie, qui viennent suivre ce master pour soit passer 1 an ou 2 à réfléchir sur leur discipline et retourner à leurs anciennes études, soit au contraire des gens qui se développent leur formation parce qu'ils le veulent. Et il y a aussi des scientifiques eux-mêmes arrivés, des directeurs de labo, vous avez des chercheurs qui viennent évidemment se former de façon plus élaborée à la réflexion philosophique. Vous avez des enseignants, beaucoup d'enseignants de classes préparatoires scientifiques ou d'enseignement secondaire qui viennent également qui demandent cette formation. Et il y a aussi des littéraires, si je puis dire, qui viennent acquérir une culture à la fois de philosophie des sciences ou de réflexion sur les sciences et même de culture scientifique, puisqu'on enseigne minimalement des sciences à l'intérieur de ce master. Mais selon votre expérience, pour qui c'est le plus dur? Les philosophes qui doivent apprendre des rudiments de science ou les scientifiques qui doivent apprendre des rudiments de philosophie? Ça dépend un peu de nos exigences, mais c'est
plus difficile pour les philosophes, et pour les littéraires, parce que à cause des mathématiques. Oui, parce que je dirais, il y a, ce que vous disiez au tout début, c'est vrai qu'il y a une forme d'apprentissage, une manière de raisonner, une culture implicite qui rend difficile la compréhension, l'accès au formalisme pour des littéraires. C'est quelque chose d'assez... C'est une question extrêmement intéressante aussi, de savoir comment se fait-il que vous avez des esprits absolument supérieurs en littérature, qui sont des gens absolument remarquables en littérature, en langue, etc., et qui sont complètement rébarbatifs à la lecture d'une équation ou à suivre un raisonnement dès qu'il y a un peu de formalisme. Et c'est le résultat d'un trauma de la petite enfance, ou est-ce qu'il y a d'autres explications ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Je pense que notre culture a été bâtie depuis très longtemps sur cette séparation entre science et philosophie, elle s'est accrue avec ce que vous diriez comme une spécialisation ou comme l'importance, surtout à partir du 19e siècle, de l'importance de la science expérimentale et formelle comme telle, qui a pris place dans notre culture et qui a mis un peu de l'autre côté les littéraires. Et d'autre part, effectivement, il y a ce qui m'a toujours fasciné dans les sciences, dans la manière dont on apprend les sciences, en particulier les mathématiques, mais aussi la physique, il y a cette espèce de ce qu'on appelle grossièrement les blocages, qui sont liés à une sorte d'organisation d'affect et qui font que les gens, à un certain moment dans leur existence, se sont mis à avoir peur. Ils se sont mis à avoir peur parce que certainement qu'ils ont transféré des formes d'angoisse sur des formes d'acquisition du formalisme, mais ils se sont mis à avoir peur et ils continuent d'avoir peur des formalismes et des théories scientifiques. Quand on rapproche physique ou science et philosophie, ou technique et philosophie, on pense toujours aux questions d'éthique d'abord. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Est-ce que ça veut dire que leur place est marginale, ou est-ce qu'au contraire, c'est là qu'on devrait investir le plus les possibilités d'un rapprochement ? Je pense que effectivement, pour des raisons sociétales, comme on dit aujourd'hui, pour des raisons politiques aussi, la question de l'éthique est une question qui s'est posée, qui arrive au premier plan. Il y a une question, et effectivement, aussi à cause des progrès scientifiques et techniques, c'est clair qu'il y a des questions majeures sur la nature de l'être humain, si je puis dire, la nature du corps humain, etc., qui fait que effectivement, des questions réelles, des questions d'éthique se posent, que maintenant qu'il existe des théories élaborées au même titre que les grandes métaphysiques ou que la philosophie des sciences, etc., en éthique, c'est encore pour le moment une question. Mais effectivement, l'éthique, c'est une question centrale, c'est une question qu'il faut prendre aussi comme une forme de rapprochement entre science et philosophie, seulement de façon rigoureuse. Et la plupart du temps, l'éthique repose sur des grandes élaborations philosophiques, en particulier la morale kantienne, par exemple, qui est effectivement dominante dans un très grand nombre de discussions éthiques sur la nature de la personne, etc., etc. Ce qui me semble, c'est que effectivement, c'est un lieu de rapprochement, mais avec, pour moi, une question absolument fondamentale qui est de rendre les choses plus rigoureuses qu'elles ne sont aujourd'hui dans ces problématiques et ne pas trop s'appuyer sur sur un vécu, sur quelque chose. Sur l'idée d'un supplément d'âme que la philosophie viendra apporter à l'avancée des technologies, par exemple. De ce point de vue-là, c'est dévaloriser complètement la philosophie. Et puis d'autre part, c'est de se priver de ce que la philosophie peut réellement apporter, à savoir une réelle réflexion avec des élaborations sur ce que sont les questions éthiques aujourd'hui. Mais alors si on reste non plus à l'éthique, mais plutôt à l'épistémologie, à la philosophie des sciences, à votre avis, quelles sont les grandes questions du moment sur les mathématiques ou sur la physique ? On sait qu'en physique quantique, il y a eu des découvertes
qui se renforce régulièrement à propos de la non-séparabilité quantique, qui viennent changer les attributs qu'on peut faire porter sur l'idée même de réalité. Donc là, on a un exemple qui a d'ailleurs été largement développé par Bernard d'Espagna, que je citais en préambule, où la physique a produit ce qu'on pourrait appeler, ce que Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives, c'est-à-dire des résultats qui viennent trancher un débat qui initialement était philosophique, à savoir celui qui avait été discuté par Einstein et Bohr à propos de la complétude de la mécanique quantique. Est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui aussi importants que celui-ci qui sont ardemment discutés et dont on pourrait trouver bientôt une sorte de solution? Alors, si tant est qu'on ait le droit de parler de solution quand il s'agit de problèmes épistémologiques. Effectivement, vous avez raison, mais cela dit, bon, si on revient sur cette question de la physique quantique, c'est vrai que dans le cas de la physique quantique, vous avez un univers complet de pensée qui a bouleversé les choses. Donc ça, c'est clair. On n'est absolument pas encore en état, on n'a pas du tout exploré tous ces changements, tous ces bouleversements, mais là encore, il y a des questions philosophiques clés qui sont bouleversées. Je prends une question qui est qu'est-ce que l'existence, quelle est la nature de l'existence pour une entité, ou est-ce qu'on peut parler d'entité? Donc ça devient très compliqué. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est de questions générales. D'abord, il y a une question qui est la question des rapports, des relations qui peuvent exister entre les mathématiques et la physique. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Le rôle des mathématiques en physique, qui est une question centrale aujourd'hui, qui vaut... Leur rôle et leur efficacité. Oui, c'est raisonnable. Mais qui vaut pour la physique, c'est-à-dire, et là aussi, c'est une question à la fois de communauté et de culture. Les physiciens comprennent de plus en plus, mais pas encore complètement suffisamment, que les mathématiques ne sont pas des instruments de la physique, mais sont au contraire des concepts théoriques, de compréhension et d'élaboration théorique. La physique vue comme un instrument, les mathématiques vues comme un instrument, il n'y a rien de pire, si vous voulez. Bien sûr que ça sert, on fait des calculs, etc. Ça sert à élaborer des concepts. Ça sert à élaborer des concepts. Il y a le rôle des mathématiques en physique est un rôle théorique. Ça, c'est une chose importante. Alors ça a aussi des effets en retour aussi de la physique sur les mathématiques. La physique, maintenant, joue un rôle extrêmement important dans l'élaboration des théories mathématiques, au point que c'est en réintégrant, bon, c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais en réintégrant de la physique qui avait été oubliée ou qui était sous-jacente dans l'intérieur des théories mathématiques, qu'on arrive à produire des démonstrations. Les démonstrations de certaines grandes conjectures se sont faites en prenant pour modèle des théories physiques. La démonstration de la conjecture de Poincaré, etc. Donc il y a une sorte de retour de la physique dans les mathématiques. Donc ça, ce sont des choses importantes. D'autre part, une des questions centrales, c'est aussi, je prends le cas des mathématiques, et vous me direz si je dis des choses trop abstraites. Il y a un double mouvement des mathématiques. Il y a un mouvement qui est un mouvement d'hyper-spécialisation des disciplines, au point que certaines disciplines théoriques des mathématiques ne comprennent pas du tout ce que raconte une autre discipline des mathématiques. Les gens se comprennent même plus dans les colloques. Ça, c'est une chose. Ce mouvement d'hyper-spécialisation. Et en même temps, il y a un mouvement de réunification tout en profondeur. Où il y a des trajectoires soudaines qu'on comprenait pas, puis qu'il y a des rapprochements qu'on fait, etc. Donc analogue à ce qu'avait fait Grothendieck avec la géométrie et l'algèbre, par exemple. Oui, alors Grothendieck c'est un cas majeur, mais Grothendieck c'est le mathématicien sans doute le plus important que la Terre ait porté. Et donc de tous les temps. De tous les temps, je peux pas me prononcer, mais disons de ce dernier siècle. Mais cela dit, encore une fois, quand on dit des choses comme ça veut pas dire que je veux pas créer. C'est pas un classement. Un classement, même dans un personnage, dans un personnage créateur, il n'y a pas forcément des choses qu'il a complètement calculées. Il s'est trouvé dans une conjoncture, il a été entouré, etc. Donc autour de lui, il a produit des théories qu'il ne s'attendait pas à produire.
Et puis, bon, on va pas parler de Grothendieck, ça serait très long, mais c'est un personnage extraordinaire. Il y a ce refus, cette disparition à la fin. Sa disparition, son opposition à la communauté, parce que, si vous voulez, effectivement, je pense que c'est vrai pour toute création. Il y a un moment dans une création où la création elle-même implique une opposition à la communauté. Il implique et donc implique forcément une expérience dramatique qui peut être vécue de façon très différente, mais qui peut être un refus, une coupure avec l'entourage, et plus que ça pour le cas de. Alors donc il y a cette question. Je reviens de ce double mouvement des mathématiques. Donc il faudrait arriver à travailler sur cette contradiction c'est une question de réunifier des champs, regarder les domaines, etc., etc. Personnellement, donc, je travaille sur un concept particulier dont je voudrais faire l'histoire et la compréhension philosophique, qui va sans doute étonner la plupart des auditeurs. Qui s'appelle ? Donc, je travaille sur la notion de courbure. Et donc c'est un concept assez compliqué qui a il suffit que vous regardez un peu les choses autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont courbes, il n'y a pas que des choses droites. Et il y a une réflexion qui remonte à l'Antiquité. Mais il y en a une au XVIe siècle chez Kepler par exemple qui réfléchit sur le fait que le monde est fait d'une opposition entre le droit et le courbe, et il essaie de comprendre pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au XIXe siècle, qui est un des grands siècles de l'histoire des sciences, pour toutes sortes de raisons, vous avez eu des géomètres, en particulier Gauss, qui est un des grands géomètres, qui a construit un concept de courbure différent, autonome, qu'on appelle la notion d'une courbure intrinsèque. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une surface, je pense que là c'est pas difficile. Pour l'instant, ça va. Si vous regardez cette surface et que vous promenez dessus, vous voyez qu'elle est courbe, elle n'est pas forcément droite. Donc il y a une notion de courbure. Et ce que Gauss a montré, c'est que cette courbure, en fait, elle ne dépend absolument pas du monde environnant. Que là, quelque chose qui est comme si vous aviez se définit de façon intrinsèque. Intrinsèque, comme consubstantielle à la surface. C'est comme si elle était physique de ce point de vue-là. Elle n'est pas courbe dans l'espace, elle est courbe par elle-même. Par elle-même, voilà. Et cette découverte-là, Gauss a travaillé 20 ans pour faire ces démonstrations. Et il en a fait plusieurs de différentes manières, etc. Ça a donné lieu à la découverte des géométries non euclidiennes, à la construction de nouvelles géométries à la théorie de la relativité générale. Et à la théorie de la relativité générale, où finalement on vous dit que la force, ce n'est rien d'autre que la courbure de l'espace-temps. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, pour quelles raisons et comment ce concept-là s'est montré si important, et dans quoi il plonge ses racines. Donc c'est ce que j'essaye de montrer. Alors là encore, si je puis me permettre encore une remarque sur ce point, il se trouve que Gauss, mathématicien donc, démontre que cette courbure est intrinsèque. Mais il le démontre au cours d'un calcul absolument incroyable, d'une difficulté redoutable, qui a rebuté les gens, mais extraordinaire. Et le théorème qui démontre cette intrinséquité, il l'a appelé théorema egregium, ça veut dire le théorème extraordinaire. Parce que, au cours du calcul, il se passe des événements, et j'essaye de vous montrer quels sont ces événements, c'est que vous étiez en train de regarder la courbure avec l'espace ambiant. On fait ça en faisant promener une droite perpendiculaire sur la surface, comme ça. Puis d'un seul coup, dans le calcul, cette droite perpendiculaire normale disparaît. Dans le calcul. Donc j'essaye d'expliquer comment se fait cette disparition et comment ce calcul qui est absolument rébarbatif, absolument difficile... Ça veut dire qu'il prend combien de pages et il est accessible à quel genre d'étudiants ? C'est difficile à dire, mais il est accessible à des étudiants qui ont déjà peut-être 2 ou 3 ans de mathématiques derrière eux. Puis il est surtout accessible à des étudiants qui ont le courage et la persévérance. Après, une fois qu'on a traverser ces obstacles, on est content. On a quand même cette satisfaction-là. Alors qu'est-ce que ça change philosophiquement de savoir que la courbure d'une surface ou d'une ligne est une propriété intrinsèque de la ligne et ne dépend pas de son environnement, enfin de l'espace dans lequel cet objet est baigné ? Philosophiquement, ça dépend ce qu'on entend par là, mais ça veut dire que, d'abord, disons,
la détermination de concepts peut se faire de façon, comme le fait Gauss, de façon complètement sans rapport avec l'extérieur, où on s'éloigne. Donc ça change. Comme vous le dites vous-même, l'extérieur est sollicité pour la démonstration. Sollicité. Donc on ne dit pas qu'il n'existe pas, on le sollicite, puis il disparaît, ce qui est pas tout à fait la même chose. D'accord. Et donc c'est cette construction d'une sollicitation de l'extérieur et de la disparition de l'extérieur qui est un mouvement, à mon avis, général, que la notion et la notion d'intrinséquité est un concept, à mon avis, beaucoup plus général, qui est dans la métaphysique. Et je le travaille, par exemple, vous avez en philosophie, vous avez deux grandes positions philosophiques. Vous avez ceux qui pensent que, essentiellement, vous avez une position, disons que la réalité essentielle est transcendante, que vous avez, ou l'idée d'une transcendance. Ça peut être une transcendance divine, ça peut être une transcendance naturelle, etc. Et puis il y a la philosophie de l'immanence. Et l'intrinsèque, la philosophie de l'immanence, c'est-à-dire que les concepts ne se développent que dans leur propre champ de constitution. Et donc, d'une certaine façon, ce refus, après l'avoir convoqué, ce refus de l'extérieur, ça peut être aussi une image, plus que ça même, une construction d'une méditation immanente ou de la réflexion immanente à soi. Et on pourrait penser la courbure sans penser l'espace, presque. Oui, bien sûr, ou que l'espace soit dans la courbure. C'est-à-dire que, en tout cas... ou la courbure soit première par rapport à l'espace. Exact. Et donc, ça, c'est quelque chose c'est une façon de réfléchir, on peut dire scientifique, mais qui est complètement indissociablement philosophique. Jean-Jacques Cessignars, grâce à vous, on constate que quand on rapproche la science et la philosophie, il y a matière à dire et à penser. Malheureusement, le temps tourne et passe et on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ? Oui, alors j'ai une chose à ajouter, c'est que il y a plusieurs manières de réfléchir sur les sciences, mais j'ai insisté sur le rôle de personnages clés, ce que Deleuze appelle des personnages philosophiques, Alors, effectivement, c'est une chose à réfléchir. Il y a des grands scientifiques. Qui ont tous, pour la plupart, des vies absolument extraordinaires. Donc ce sont des spécimens, des formes pour notre humanité, à laquelle nous devons essayer je ne sais pas comment, de nous situer. Alors, non pas de penser que jamais on sera comme ça, parce que ce sont ce qu'on appelle des génies, mais au contraire, essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu donner lieu à la production de tel type de personnage, de tel type de personnalité. Et c'est aussi ça que doit faire la philosophie des sciences. Alors, il y en a un que je n'ai pas cité, mais qui est pour moi un des grands que j'ai beaucoup travaillé, c'est Évariste Galois, par exemple, qui représente une sorte de héros de la pensée, d'une certaine façon, à 19 ans, mort dans un duel, et qui, la veille de son duel, écrit dans un manuscrit l'essentiel, en tout cas des aspects très importants de l'algèbre moderne. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, et ça doit nous faire penser à la nature des destinées. Alors peut-être que ma génération a eu tendance à s'identifier, à se conformer à ces formes de destinée modèles, et qu'il y a d'autres manières de travailler, de regarder ou de survivre. Mais vous avez au XIXe siècle, vous avez Galois, vous avez Rimbaud, vous avez Riemann, qui restent quand même Au XXe, vous avez Majorana au XXe siècle, ou Grothendieck, et d'autres encore. Merci Jean-Jacques Cessignars d'être passé nous voir. C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Emmanuel Morse-Duncan et à la réalisation François Connac.
quelques instants, vous retrouverez Projection privée par Michel Simon.